Barbanta, chapitre 10. Groseille s'amusait sur les marches. Déjà d'en haut, Ampel avait observé avec attention la petite tête cernée de cheveux argentés. Parfois, elle s'arrêtait et tripotait son beeper, surtout quand un autre enfant passait. Elle en était très fière. Il n'était pas habituel qu'une fille de cet âge en possède un. On devinait aisément qu'elle était la fille d'un petit chat. Et sa fierté s'accroissait à cette idée. Lorsqu'elle aperçut Ampel, elle s'enquit immédiatement de sa future scolarité. « Le test était difficile ? As-tu réussi ?»« Il n'était pas facile, mais c'est bon, je suis admis. » Elle le regarda incrédule. « Normalement, il faut attendre le lendemain. Comment peux-tu être aussi sûre de toi ? » ?»« Je le sais, c'est tout. Ne me pose pas de questions, s'il te plaît. Je suis très heureux. »« Ton histoire est bizarre. Il faudra que tu en parles à ma mère. » La fillette était presque autoritaire. Ampel lui prit les mains et fit pénétrer son regard dans le sien. Elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à sa petite sœur et donc à sa grand-mère paternelle, qu'il n'avait hélas vue qu'en photographie. Ampel surpassa son émotion. « C'est un secret, Groseille. Ce secret, je te le dévoilerai un jour, bientôt peut-être. Rien qu'à toi, je ne peux pas encore le révéler. C'est une surprise. Et si je le disais, je pourrais ne plus être acceptée à l'école. » À ces mots, Groseille resta encore un moment pensive, puis finit par hocher la tête. « Lorsque tu me le raconteras, ce secret, je serai obligée d'en parler à ma mère. Je ne lui cache jamais rien. Et si je lui répète, elle devra en parler autour d'elle, à ses supérieurs certainement, même si ce n'est pas quelque chose d'important. Et alors, tu n'iras peut-être pas au collège. » Elle regarda Ampel avec des yeux presque suppliants. « Alors, s'il te plaît, ne me raconte jamais ce secret, ne m'en parle plus, promets-le-moi. » Ampel devint un peu amer. « Je ne t'en parlerai plus jamais. » Son cœur se fit lourd. Il se rendit compte d'une chose, il ne pouvait y avoir de réelle complicité avec aucune Groseille. Sa sœur était la confidente du père et ne lui disait rien, à lui, le grand frère, son aîné. Et voilà que lui non plus ne pouvait pas se confier à la nouvelle Groseille. Sa tristesse fut en un instant si violente que son pied, posé sur le marbre des escaliers, fit apparaître une mousse blanchâtre qui se propagea sur toute la surface du marbre. Cependant, Groseille ne vit rien. Elle avait descendu les marches et Ampel la suivit docilement. Ne fit pas attention non plus au fait que le marbre se laissait aller sous son pouvoir tant il essayait de retenir ses larmes. Alors qu'ils étaient dans la rue, il se mit à pleuvoir. La fillette lui dit qu'ils allaient passer sous les serres. Ces simples mots firent disparaître la peine d'Ampel. Ses émotions suivant ses pensées, lorsque ces dernières s'envolaient, elles entraînaient avec elles ce qu'elles avaient engendré, que ce soit de la joie, de la haine, de la tristesse. Groseille se dirigea vers un véhicule assez drôle. C'était ce qu'on appelait une voiture vélo. Il y avait 2 places avec un petit coffre à l'arrière des sièges. Posé sur 3 roues, il comportait également une capote ainsi qu'un fin pare-brise. La fillette se retourna vers Ampel. « Il est semi-électrique, donc ne t'inquiète pas, ça ne sera pas difficile pour moi. » En effet, il n'y avait de pédale que pour le siège de gauche, celui du conducteur. « Tu as vraiment le droit de conduire cet engin ?» La fillette parut étonnée de la question. « Mais tous les enfants peuvent en conduire. C'est vrai qu'il ne doit pas y en avoir en montagne, mais je sais que vous vous déplacez à dos d'âne. » « Oui, mais aussi en voiture. » La fillette rit de bon cœur. « Allons donc, des voitures électriques en montagne ?» Ampel se vexa un peu. « Nous avons des bornes pour les recharger, mais c'est vrai que beaucoup de gens se déplacent en calèche. Parfois aussi avec des voitures de l'ancien monde. Elles avancent avec des mélanges d'huile végétale. Ton vélo est certainement plus rapide. Est-ce que c'est loin d'ici ? » À pied, oui, mais avec ça, nous y serons en quelques minutes. Installe-toi confortablement et mets ta ceinture, sinon on pourrait avoir un blâme et ça retomberait sur ma mère. Ils démarrèrent en trombe dans la petite rue. Peu après, les serres se dévoilèrent au loin. Elles étaient immenses, comme de gros serpents roupillant sous la pluie. Il s'agissait en réalité d'un réseau impressionnant de corridors d'un large diamètre, parfois reliés entre eux par des passerelles de taille plus petite. La fillette pédalait relativement vite. Les gens sous les serres mangeaient des glaces, discutaient, faisaient leurs emplettes. Les véhicules ne pouvaient rouler que sur les bords. Le centre était réservé aux plantations. Il devait être assez douloureux d'entrer en collision avec des concombres de la taille qu'Ampel venait d'apercevoir. On entendait la pluie ruisseler sur les parois. Sous les serres, ça sentait l'été. Les gens paraissaient heureux, paisibles. Plusieurs couples déambulaient dans les allées où poussaient d'immenses fleurs. Les pétales des coquelicots caressaient les visages. Parfois, les pollens les amenaient à pleurer, à éternuer. Sous les serres, les gens discutaient, l'air souvent excessivement gai ou au contraire pensif, hors du moment présent. Si la drogue était permise, l'alcool était en revanche totalement prohibé. On disait que ceux qui en buvaient décevaient la montagne et sa puissance,
Tant et si bien qu'après leur mort, ils allaient croupir dans les plus profonds ravins de cette déesse rocheuse et ne cessaient de recevoir une pluie de cailloux, la lapidation divine nettoyant éternellement l'infâme de ses souillures. L'alcool était en effet issu d'un procédé de fermentation jugé malsain par les psychas. Ces derniers insistaient toujours pour que le vivant prenne soin de son corps afin que ce dernier soit réutilisable après la mort. La fermentation empêchait totalement l'action du Dunger sur le corps et le compost était ensuite d'une piètre qualité, voire totalement inefficace. Boire de l'alcool était donc considéré comme un acte terriblement égoïste, possible de détention à long terme, et, si on avait poussé des mineurs à boire, de mort. À côté des bancs disposés tous les 500 mètres étaient situés de petits fumoirs. Certaines personnes achetaient directement les feuilles de tabac. Ils le fumaient chez eux de différentes manières. La pipe était surtout prisée par les femmes, tandis que les hommes préféraient généralement rouler leurs cigarettes. Vers la section caoutchouc, Hampel remarqua de loin une série de beepers. Il constata avec amertume que c'était vraiment trop cher pour lui. Soudain, il se rappela qu'il aurait un travail assuré dans les jardins du collège. Il ne put s'empêcher de sourire. Sourire qui s'afficha face à une jeune fille portant un patch diffusant une drogue quelconque. Affalée sur un des bancs, elle le regarda d'un air halluciné, puis lui sourit à son tour. Ils passèrent dans une allée où poussaient toutes sortes de fruits rouges énormes. Groseille s'arrêta, regarda Hampel d'un air malin et porta une framboise qu'elle plaça derrière les sièges. Ma mère en raffole. Mais nous n'en faisons pas pousser. En fait, elle a peu de temps avec son travail, donc nous achetons la plupart des fruits déjà formés. De la framboise coulait un léger jus. Elle avait l'air succulent et était grosse comme une pastèque. Les fraises avaient la taille de ballons de football et il fallait être deux pour porter une simple cerise. Les prix étaient très bas, bien plus bas que pour un kilo des mêmes fruits à taille normale en montagne. Groseille s'essuya les mains avec un chiffon posé devant les étals et humidifié. Sinon le guidon sera poisseux, dit-elle. Puis ils repartirent, un peu moins vite cependant, car la framboise faisait son poids. Hampel commençait à être fatigué et avait finalement oublié la raison pour laquelle il allait chez Groseille. Ils sortirent des serres et passèrent devant une des grandes usines Dunger. Celle-ci n'était pas laide comme celle de l'ancien monde, mais ressemblait à d'immenses chalets, construites en bois et en pierre. Les employés sortaient du travail et certains donnaient des coups à l'énorme cigarette de caoutchouc placée à la sortie. Un des employés marchait la tête baissée, l'air absent. Lorsqu'Hampel vit son visage, il eut l'impression de retrouver le petit voleur. Serait-ce son père, pensa-t-il ? Mais à Barbanta, les ressemblances entre les personnes provenaient plus du Dunger oneros que des liens du sang. Enfin, ils arrivèrent à une petite maison aux allures de manoir. Dans la tour, il y a le cabinet de ma mère. Groseille était très fière de sa maison. Celle des psychas était en général les plus belles de la ville. Un parc entourait la demeure et une fontaine était placée au milieu. Un gros charroux s'approcha d'eux, les regarda intensément, puis alla se cacher derrière un buisson de houx, dont il ressortit aussitôt, le museau sérieusement piqué. Les deux enfants rirent. « C'est mon vieux chat, Guimauve, c'est un chat hibou. » Hampel remarqua alors les oreilles pliées du chat et ses gros yeux ronds. À vrai dire, il ressemblait plutôt à une chouette. À Barbanta, les animaux domestiques autorisés étaient le plus souvent des chats, dont les caractéristiques changeaient selon les animaux avec lesquels ils avaient été croisés. Après la grande catastrophe qui avait plongé l'ancien monde dans l'obscurité, certains des animaux survivants avaient acquis la capacité de se reproduire entre eux. En montagne, cette caractéristique était extrêmement rare, si bien qu'Hampel fut réellement choqué de croiser le chat des voisins de Groseille, dont le minois n'était autre que celui d'un lapin. Ces drôles de bêtes se promenaient en toute liberté, sans crainte aucune des êtres humains. La torture animale était sévèrement punie puisque l'égalité des âmes, animales ou humaines, était attestée par les lois barbantéennes qui suivaient elles-mêmes les règles de la religion pétrothéiste. Les chiens n'étaient pas autorisés en tant qu'animal domestique. Leur caractère ne convenait pas aux psychamans qui le considéraient comme trop dépendant. Selon eux, ces animaux ne pouvaient être pensés comme égaux à l'homme car ils se soumettaient toujours à lui, tout comme ils ne savaient goûter la liberté, tout occupés qu'ils étaient à suivre les humains. Les canidés demeuraient à l'état sauvage, en meute, dans les grands parcs. Mais on les trouvait également dans les montagnes, où ils s'étaient accouplés aux quelques loups qui avaient survécu à la grande catastrophe. Groseille gara son véhicule dans l'allée du gravier et grimpa en trombe les escaliers de l'entrée. Sa mère, qui les avait entendus arriver, ouvrit la porte. « Quelle belle femme !» pensa aussitôt Hampel.
Elle ne ressemblait cependant en rien à Groseille, hormis peut-être les cheveux, qu'elle avait longs et argentés. Ses yeux étaient grands, ronds, d'un bleu profond. De courts cils noirs les entouraient, lui donnant un regard terriblement juvénile. Elle avait peu de rides, sauf entre les deux sourcils, signe d'un caractère soucieux. Le nez était assez fort au centre, puis plus fin à la pointe, ce qui lui donnait un aspect à la fois fragile et volontaire, mutin et responsable. Enfin, les lèvres étaient grandes, un peu violacées, et présentaient une tendance à sourire vers le bas. La couleur de la peau était d'une blancheur troublante. Hampel eut du mal à détacher son regard de cette apparition qu'il imaginait céleste. Un sourire illumina le divin visage à la vue de l'énorme framboise que lui ramenait sa fille. Mais les commissures des lèvres descendantes faisaient plus penser à une légère grimace de douleur. Enfin, Saraya regarda Hampel. Elle ne sourit pas. Elle l'interrogea du regard. Hampel ouvrit la bouche, puis se ravisa. Groseille, qui était devenue soudain silencieuse, suivit sa mère dans le couloir, et Hampel ne put que faire de même. Ils traversèrent plusieurs couloirs tapissés de bambous. Saraya accélérait le pas, et Hampel se sentait pénétré d'une étrange sensation.